Dans cette vidéo, nous allons parler des phénomènes ondulatoires, que ce soit au niveau du son ou de la lumière. Commençons avec l'intensité sonore. Alors le son, on a déjà entendu parler en première et en seconde surtout. Donc on rappelle que le son est une onde mécanique. C'est une vibration qui se propage et il y a déplacement d'énergie mais pas de matière. Le son a besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on peut dire sur le son. Alors, on va définir ce que c'est que l'intensité sonore. C'est la puissance sonore transportée par unité de surface. Donc la puissance sonore, c'est l'énergie par unité de temps. Et l'intensité sonore, c'est donc cette puissance divisée par la surface. Donc on calcule I, l'intensité sonore, en étant la puissance divisée par la surface. Donc l'intensité sonore, elle se mesure en watts par mètre carré. Du coup, P, c'est la puissance transportée, ça se mesure en watts. Et S, c'est la surface en mètres carrés. On se rend compte que si on est près de la source, on entend plus fort que si on est loin. Ça, c'est normal, mais on va regarder pourquoi. Si on s'éloigne de la source, la puissance sonore est répartie sur une plus grande surface. Donc l'intensité sonore diminue, c'est pour ça qu'on entend moins fort. Alors, on peut calculer ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore, qui se mesure en décibels avec un sonomètre. Nous, c'est ça qu'on connaît, surtout. Le niveau d'intensité sonore. À ne pas confondre avec l'intensité sonore qu'on vient juste de voir. Alors, le niveau d'intensité sonore, comment on le calcule? Alors, on l'appelle grand L, et il vaut 10 fois log de I, qu'on a calculé juste avant, divisé par I0. Alors, L, c'est le niveau d'intensité sonore, ça se mesure en décibels avec un sonomètre. I, c'est l'intensité sonore en watts par mètre carré, ce qu'on a mesuré juste avant. Et I0, c'est l'intensité sonore de référence qui vaut 10 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et ce I0 correspond au son le plus faible qu'une oreille normale, entre guillemets, peut entendre. Alors, on va définir maintenant ce que c'est que l'atténuation. Lorsqu'une onde sonore se propage, une partie de l'énergie est transférée au milieu air, eau, métal, pour faire vibrer les atomes. L'intensité sonore décroît donc au fur et à mesure. Il y a atténuation. Mais il y a aussi atténuation quand on a un obstacle. Par exemple, ici, on a un chanteur qui chante porte ouverte et de l'autre côté, il chante porte fermée. On met un sonomètre de chaque côté. Porte ouverte, on entend 90 décibels et porte fermée, 65. D'accord? On précise bien que ce sont des décibels. Un changement brusque de milieu de propagation peut aussi créer une atténuation. Ici, on la calcule à l'atténuation en faisant 65 moins 90 et on trouve moins 25 décibels. Une atténuation est forcément négative. On ne peut pas trouver une atténuation positive. Par définition, une atténuation, ça atténue, donc ça baisse, donc c'est forcément négatif. Si à l'inverse, on augmente le niveau d'intensité sonore, dans ces cas-là, on appelle ça un gain. Ça, c'est ce qu'on va mettre sur les micros, notamment pour qu'on entende plus fort la personne qui est en train de parler. Alors, nous allons maintenant définir le phénomène de diffraction. La diffraction, c'est quoi? C'est quand la direction de propagation d'une onde progressive périodique est modifiée lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture. On va regarder ce que ça veut dire. Là, on a une onde progressive périodique. Donc, périodique, ça veut dire qu'il se répète régulièrement. Et progressive, ça veut dire qu'elle avance. Elle avance, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, tout va bien. On lui met un obstacle et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sa direction de propagation va être modifiée. Au lieu de continuer d'avancer en ligne droite, elle va partir comme ça sur les côtés. Donc regardez ce que ça donne ici. On a une onde qui arrive de manière parfaitement horizontale et elle va repartir de manière courbe. Alors la diffraction, ça ne se produit pas n'importe comment. Il faut que la dimension de l'obstacle, qu'on appelle petite a, ou de l'ouverture, soit inférieure ou égale à la longueur d'onde de l'onde, justement. Alors ça, c'est vrai pour les ondes mécaniques. Pour les ondes mécaniques, ça c'est vrai. Pour les ondes lumineuses, c'est un peu moins restrictif. Si l'ouverture elle est inférieure à une centaine de fois la longueur d'onde, ça marche encore. Donc on va regarder un peu pour essayer de comprendre le principe. Donc on a une onde qui arrive comme ça, horizontalement. Il y a une ouverture A qui est plutôt grande. Du coup, est-ce qu'il y aura diffraction? Ben non, parce que c'est beaucoup trop grand par rapport à la longueur d'onde. Donc l'onde continue ce chemin comme si de rien n'était. Par contre, si l'ouverture est petite, voilà ce qui va se passer. Eh bien, l'onde va être diffractée, donc elle va repartir comme ça, un peu dans toutes les directions,
Alors avec la même longueur d'onde, mais avec une direction qui a changé. Donc la diffraction, ça ne change que la direction, ça ne change pas la longueur d'onde. Alors on va regarder un petit peu avec le simulateur de l'université du Colorado ce que ça donne. Donc là, j'ai mis une fente circulaire devant un laser, j'allume le laser, et on voit qu'on a une figure de diffraction qui est ronde, tout simplement. Donc on a des cercles concentriques, voilà à quoi ressemble la figure de diffraction. Si je mets maintenant une fente horizontale, on se rend compte que la figure de diffraction est verticale, d'accord? Eh bien, si je mets un carré, on va voir que ça part dans tous les sens, et si je remets une fente verticale, on se rend compte que la figure de diffraction est horizontale. Donc ça, c'est important, la diffraction, elle se fait perpendiculairement à la dimension de la fente. Dernière chose, on se rend compte que la figure de diffraction, elle est composée d'une tache centrale et de petites taches sur les côtés. Regardez ce qui se passe quand on change la longueur d'onde de l'onde. On se rend compte que la tache centrale diminue avec la longueur d'onde de l'onde. Alors ça, c'est tout à fait normal. Et on va voir qu'il y a une formule qui nous permet de relier la largeur de la tache centrale avec la longueur d'onde. Alors, on va regarder si on prend un laser comme ça, un laser plutôt stylé quand même, qui envoie une lumière avec une longueur d'onde lambda. On met sur son chemin une fente. Il va y avoir un phénomène de diffraction. Et à l'écran, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va voir des taches, une tache centrale très grande et d'autres taches un peu plus petites. Alors, D, la distance entre l'écran et la fente, ça c'est important. L, c'est la longueur de ce qu'on appelle la tache centrale. On appelle θ. Donc θ, c'est une lettre grecque. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis une lettre grecque dans une leçon de physique. θ, c'est l'angle caractéristique de diffraction. Comment on va le calculer? Θ, c'est lambda, la longueur d'onde, divisée par A. C'est comme ça qu'on définit cet angle-là. Mais géométriquement, on peut le calculer autrement. θ, c'est aussi, si on projette L sur 2 en haut et D en bas, en fait, θ, c'est aussi L divisé par 2D. Alors ça, c'est vrai si θ est petit, c'est vrai pour les petits angles, parce que pour les petits angles, on confond la tangente avec l'angle lui-même. C'est une approximation. Donc on peut retenir que θ est égal à lambda sur A et c'est égal à L sur 2D. Et du coup, si on fait passer le 2D de l'autre côté, on en déduit que L, la largeur de la tâche centrale, est égale à 2D fois lambda divisé par A. Donc on voit que la longueur de la tâche centrale, elle dépend uniquement de la longueur d'onde, de l'ouverture de la fente ou de la dimension de l'obstacle et de la distance entre l'obstacle ou la fente et l'écran. Dans les exercices, on va utiliser cette formule-là pour trouver soit la longueur d'onde, soit l'ouverture de la fente. Enfin, on va se servir de cette formule. Alors, autre phénomène ondulatoire, les interférences. Alors, pour avoir des interférences, on a besoin d'ondes périodiques cohérentes, c'est-à-dire qu'elles ont la même fréquence, on dira qu'elles sont synchrones. Synchrone, c'est comme synchronisé, c'est-à-dire qu'elles vibrent en même temps, avec un décalage initial constant. C'est-à-dire que s'il y en a une qui est au maximum au début et l'autre qui est au minimum, eh bien, ce décalage, il sera constant et il ne variera pas au cours du temps. Regardons nos deux ondes. Là, celles-là, elles sont bien périodiques, elles sont bien cohérentes, elles ont bien la même fréquence et elles n'ont pas de décalage initial, donc elles sont parfaitement synchronisées. On voit qu'elles sont en phase, c'est-à-dire que le maximum de la première onde est égal au maximum de la deuxième onde et le minimum de la première onde est égal au minimum de la deuxième onde. On dit qu'elles sont en phase. Et donc, si on les additionne, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh ben, on va obtenir un agrandissement de l'onde de départ. On dira que ce sont des interférences constructives. Les deux ondes vont s'additionner et ça va donner, si c'est de la lumière, ça va donner plus de lumière à certains endroits. On dit que les amplitudes s'ajoutent. C'est ça qu'on appelle des interférences constructives. Si on a par exemple 2 unités d'amplitude pour chacune des petites ondes, eh ben, l'onde globale elle aura une amplitude de 4. Maintenant, si les ondes sont un petit peu décalées et que du coup le maximum de la première onde est en face du minimum de la deuxième et que le minimum de la première est en face du maximum de la deuxième. Dans ces cas-là, on dira que les ondes sont en opposition de phase et si on les ajoute, eh ben, on aura des interférences destructives et en fait les amplitudes vont s'annuler. Étant donné que le maximum est en face du minimum, eh ben, les amplitudes vont s'annuler et à la fin, on n'aura rien du tout. Donc il y a des endroits où on peut mettre de la lumière plus de la lumière et à la fin, on n'a rien du tout. C'est comme ça. Alors, avec le simulateur de l'Université du Colorado, on va regarder un peu comment ça marche, les interférences. Si on met en route une source, bon voilà, une source, elle va émettre dans toutes les directions.
Et sur l'écran en face, on va avoir comme ça une zone pas très lumineuse, mais où c'est réparti sur toute la surface de l'écran. Si on ajoute une deuxième source, on voit que les ondes vont se superposer par endroits, elles vont parfois s'annuler. Je vais faire pause. Voilà ce que ça donne. On a comme ça des zones sur l'écran très très brillantes et des zones complètement noires. On peut mesurer l'interfrange ici avec cette petite règle graduée. Donc l'interfrange ici, on la mesure comme ça. Donc voilà l'interfrange pour ces deux sources-là. Regardons ce qui se passe si on change l'écartement. Donc je vais augmenter l'écartement, je vais le mettre au maximum. Donc tout à l'heure, on avait une interfrange de 1480 presque nanomètres. Et là, regardez combien on va obtenir. On voit que l'interfrange est beaucoup plus petit. L'interfrange est beaucoup plus petit. L'interfrange, il se mesure comme ça. Ici, il est seulement de 781 nanomètres. Donc on voit que la distance entre les sources a une influence sur l'interfrange. On va se rendre compte que la longueur d'onde aussi. Là, on est dans le vert. Donc on a une longueur d'onde de l'ordre de 530 nanomètres à peu près. On va augmenter la longueur d'onde. On va aller dans le rouge. Donc dans le rouge, on va avoir une longueur d'onde plus grande. On est au-delà de 600. Au-delà de 600. Et on regarde. On se rend compte que l'interfrange a augmenté. Donc l'interfrange augmente quand on augmente la longueur d'onde. Ça, c'est normal. On reprend notre laser stylet. Pour faire des ondes progressives cohérentes de manière assez simple, on va prendre un seul laser, une seule source, et on va la séparer. On va séparer cette source avec deux fentes, et ensuite, donc, les rayons vont se croiser derrière, et on va obtenir sur un écran une figure d'interférence. Donc une figure d'interférence, c'est ça. C'est des bandes colorées à certains endroits et des bandes noires à d'autres endroits. Les bandes colorées constituent les interférences constructives, et les interférences destructives, ce sont les bandes noires. Ce dispositif, on l'appelle le dispositif des fentes de Young. Donc on utilise deux fentes pour créer deux sources cohérentes. Alors, il est caractérisé par la distance D entre les fentes et l'écran. Ça, c'est comme dans l'histoire de la diffraction. On a A qui est cette fois la distance entre les deux fentes. Et I, on va pouvoir calculer ce que c'est l'interfrange. Alors l'interfrange, c'est la distance entre deux zones brillantes ou la distance entre deux zones noires. Eh bien, il y a une formule qui nous dit que I est égal à lambda T divisé par A. Voilà comment on calcule l'interfrange. Donc on va voir la différence qu'il y a entre des interférences constructives et des interférences destructives maintenant. On va considérer qu'on a deux sources, S1 et S2, qui correspondent à la lumière qui sort de chacune des deux fentes, et un point P sur l'écran. Donc là, le premier point P, au départ, il est dans une zone brillante. Si on regarde le chemin pour aller de S1 à P et le chemin pour aller de S2 à P, ça c'est ce qu'on appelle des chemins optiques. Si on calcule la différence delta, donc delta c'est une différence de chemin optique, donc delta c'est S1P moins S2P. Si on arrive dans une zone brillante, on a donc des interférences constructives, et ça veut dire que la différence de chemin optique delta est égale à un nombre entier fois la longueur d'onde. D'accord ? Si on regarde un point N, donc N dans la zone noire, eh bien cette fois-ci, on va s'apercevoir que la différence de chemin optique, elle est égale à 1 entier plus 1 demi. Donc cette fois-ci, K est toujours entier, donc K vaut 0, 1, 2, 3. Et donc, du coup, K plus 1 demi, ça va faire, par exemple, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Donc c'est un multiple demi-entier de la longueur d'onde. Quand on en est là, eh bien, on a des interférences destructives. Alors, dernière notion, l'effet Doppler. L'effet Doppler que vous avez tous déjà expérimenté dans la rue. On va expliquer ce que c'est que cet effet Doppler. C'est quand on a une source sonore qui est en mouvement par rapport à l'observateur. Dans ce cas-là, la fréquence de l'onde reçue par l'observateur est différente de la fréquence de l'onde émise par la source. Si on a une personne qui marche et une voiture qui arrive, au départ quand elle arrive, elle aura un son plus aigu que quand elle repart. Ça, c'est ça qu'on appelle l'effet Doppler. On va expliquer d'où ça vient. Alors, on imagine toujours notre récepteur, une personne qui marche, et l'émetteur, c'est ici une ambulance qui fait pimpon pour prévenir de son passage. Elle avance à une vitesse V et elle émet une certaine fréquence, FEM, qu'on appelle la fréquence émise. Elle envoie une onde qui a une célérité C, qui est la vitesse du son ici, et au départ, l'ambulance se trouve à une certaine distance D du récepteur.
À t égale 0, l'onde part de l'émetteur. Elle arrive à T1 égale D sur C. Au départ, la distance entre les deux, c'est D. Et l'onde se déplace à une vitesse C. Donc, elle arrive au niveau du récepteur à T1 égale D sur C. Et à ce moment-là, le récepteur, il entend pas. À T2 égale 1 sur FEM, une deuxième onde part de l'émetteur. La fréquence de l'onde, c'est FEM. Du coup, la période, c'est 1 sur FEM. Donc, au bout d'une période, il y a une deuxième onde qui part. Elle arrive à T3 égale donc T2, qui est le temps au bout duquel le truc est parti, plus D moins V fois T2 divisé par C. D moins V fois T2, ça, c'est la distance parcourue par l'onde une fois qu'elle est partie de l'ambulance, mais l'ambulance, elle a avancé par rapport au premier son qu'elle a émis. Donc, comme elle a avancé de quelle distance? Elle a avancé de la distance qui est V fois T2, et donc, du coup, le temps pour parcourir la nouvelle distance, ça fait grand D moins V fois T2 divisé par C. Et là, au bout de ce temps-là, le récepteur entend pont. On va mettre tout ça dans un coin. Le pain, on l'entend au bout de grand D sur C. Le temps T2, c'est 1 sur la fréquence émise. Et le temps T3, c'est le temps T2 plus grand D moins V fois T2 sur C. Et à ce moment-là, on entend pont. Alors, T3 moins T1, ça représente le temps entre pain et pont. C'est la période de l'onde reçue par le récepteur. La période de l'onde reçue, c'est donc T3 moins T1, et ça fait T2 plus D moins V fois T2 divisé par C, moins D sur C. Une fois qu'on a écrit ça, on se rend compte qu'on peut développer et ensuite on peut simplifier des choses. Il nous reste que ça. Donc, il nous reste que la période reçue, c'est T2 fois 1 moins V sur C. On va mettre ça dans un coin, on va faire un peu de place et on va repartir de ça. La période reçue, c'est donc ça. Si on développe le C, voilà ce que ça donne. Et si on calcule maintenant la fréquence reçue, qui est l'inverse de la période, et donc la fréquence reçue est égale à la fréquence émise fois C divisé par C moins V. Et ça, c'est vrai quand l'émetteur s'approche du récepteur. C divisé par C moins V, c'est plus grand que 1, étant donné que C moins V, c'est plus petit que C. Et donc, du coup, ça veut dire que la fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise, et donc elle est donc plus aiguë. Quand l'émetteur s'éloigne, au lieu d'avoir C moins V, on a C plus V en bas. Et du coup, C divisé par C plus V, c'est plus petit que 1, et donc c'est pour ça que c'est plus grave quand l'émetteur s'éloigne du récepteur. Le décalage Doppler, c'est ce qu'on appelle la différence de fréquence entre la fréquence reçue et la fréquence émise. Quand l'émetteur s'approche du récepteur, le décalage Doppler delta F est égal à la fréquence émise fois V divisé par C moins V, et donc c'est positif. Quand il s'éloigne, c'est négatif, le décalage Doppler. Et le décalage Doppler, en fait, il est utilisé dans tous les radars pour pouvoir calculer votre vitesse. On calcule le décalage Doppler et on arrive à en déduire V, qui est la vitesse du véhicule. On va terminer par quelques petits exercices pour tout déchirer au contrôle et au bac. Voici le premier exercice. Quand ma fille chante, elle développe une puissance de 10 watts. On considère qu'elle émet un son dans toutes les dimensions à travers une surface sphérique. Quelle intensité sonore I1 doit-on supporter à une distance D égale 2 mètres? La surface sphérique est égale à 4pi fois r carré. À quel niveau d'intensité sonore L1 cela correspond-il? Si elle chante avec son micro, l'intensité sonore est multipliée par 4. À quelle intensité sonore I2 cela correspond-il? Quel niveau d'intensité sonore L2 atteint-on? Pour pouvoir travailler sur mes vidéos, je ferme la porte de mon bureau, ce qui apporte une atténuation A égale moins 25 décibels. Quel nouveau niveau d'intensité sonore L3 atteint-on? Et à quelle intensité sonore I3 cela correspond-il? Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors, pour calculer I1, on utilise la formule, c'est P sur S, donc ça fait 10 watts divisé par 4pi fois 2 au carré, ça fait 0,199 watts par mètre carré. À quel niveau d'intensité sonore L1 cela correspond-il? L1 ça vaut 10 fois I1 divisé par I0, et si on calcule, ça fait 113 décibels. Alors maintenant, avec son micro, c'est multiplié par 4. Donc du coup, I2, ça vaut 4 fois I1, ça vaut 0,796 watts par mètre carré. Ça correspond à un niveau d'intensité sonore qui vaut, du coup, 119 décibels quand on remplace. On va garder les valeurs dans les coins pour calculer la suite. Maintenant, avec une atténuation de 25 décibels, ça fait 119 moins 25, et il va nous rester 94 décibels.
On sait que L3, c'est 10 fois log de I3 divisé par I0. Donc, en passant le 10 de l'autre côté, ça nous fait L3 divisé par 10 égale log de I3 divisé par I0. Pour supprimer le log, on prend 10 puissance. Donc 10 puissance L3 divisé par 10 est égal à I3 divisé par I0. Et on passe le I0 de l'autre côté, ça nous fait I3 égale I0 fois 10 puissance L3 divisé par 10. Et ça fait 0,00251 watts par mètre carré. Exercice 2, on veut déterminer la longueur d'onde lambda d'un laser. Pour ce faire, on mesure la largeur de la tache centrale de diffraction produite par des objets de largeur A, placés à une distance D d'un écran. Il faut calculer θ pour chaque mesure, il faut calculer 1 sur A pour chaque mesure, il faut tracer θ en fonction de A sur A et en déduire lambda. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors, calculer θ, c'est pas compliqué. θ, c'est lambda sur A, donc on fait attention aux unités. Micromètre, micro, c'est 10 puissance moins 6. Centimètre, c'est 10 puissance moins 2. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on calcule 1 sur A. Bon, 1 sur A, c'est pas compliqué. Il faut faire 1 divisé par A. On n'oublie pas l'unité. 10 puissance moins 6 pour micromètre. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on trace θ en fonction de 1 sur A. Voilà ce que ça donne. On voit que les points sont alignés. C'est pas mal. On va maintenant déduire lambda. On sait que θ, c'est lambda sur A. Donc lambda, c'est θ fois A, en passant le A de l'autre côté. Pour en déduire lambda, eh bien, on prend un point sur la courbe qui marche bien. On va prendre le premier. Et donc, ça va nous faire 0,0278 fois 20 10 puissance moins 6, parce que A est en micromètre. Et on trouve 5,56 fois 10 puissance moins 7 mètres, ce qui, en nanomètres, donne 556 nanomètres. Pour convertir les mètres en nanomètres, on divise par 10 puissance moins 9, ou on multiplie par 10 puissance 9, et on trouve 556 nanomètres. Exercice 3. Un dispositif Young est constitué de deux fentes verticales distance de A égale 1 mm, éclairées par une source de lumière laser de longueur d'onde 520 nanomètres. L'écran d'observation est situé à une distance D égale 1,80 m. Décrire la figure observée à l'écran. Calculer l'interfrange I. La lumière laser est remplacée par une autre lumière de longueur d'onde lambda égale 430 nanomètres. Préciser en justifiant si l'interfrange est plus grande ou plus petite. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Donc les fentes sont verticales, donc la figure d'interférence est horizontale. Ça, c'est important. Donc voilà la figure d'interférence. Pour calculer l'interfrange, on sait que c'est lambda D sur A. On a toutes les valeurs dedans. On remplace et on trouve 9,36 fois 10 puissance moins 4 mètres. On remplace le laser de lambda 520 par lambda 430. Si lambda diminue, eh bien I va diminuer aussi, tout simplement. Et enfin, exercice 4, un observateur fixe reçoit une onde sonore émise par une source mobile ayant une vitesse V. On donne la vitesse du son 340 mètres par seconde. Si la source s'approche, la fréquence reçue, c'est la fréquence émise fois la vitesse du son divisée par la vitesse du son moins la vitesse du véhicule. Et si la source s'éloigne, c'est la fréquence reçue est égale à la fréquence émise fois la vitesse du son divisée par la vitesse du son plus la vitesse du véhicule. Calculer la fréquence reçue si la source s'approche avec une vitesse V égale 40 mètres par seconde en émettant une fréquence FEM égale 600 Hz. Calculer la fréquence reçue si la même source s'éloigne. Si on trouve une fréquence reçue égale 700 Hz pour un véhicule qui s'approche en émettant une fréquence émise 500 Hz, à quelle vitesse V se déplace le véhicule? Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors la fréquence reçue, on utilise la formule, ça fait 600 fois 340 divisé par 340 moins 40, ça fait 680 Hz. C'est plus aigu. Maintenant, si la source s'éloigne, eh bien, on applique la formule et on trouve 537 Hz. C'est plus faible, donc c'est plus grave. Ensuite, on essaye d'en déduire la vitesse cette fois-ci. Alors pour en déduire la vitesse, il va falloir qu'on développe tout ça. Donc on va commencer par passer la vitesse du son moins V de l'autre côté. Ça nous fait que la fréquence reçue fois la vitesse du son moins V est égale à la fréquence émise fois la vitesse du son. Ensuite, on va passer la fréquence reçue de l'autre côté. Ça nous fait que la vitesse du son moins V est égale à la fréquence émise fois la vitesse du son divisée par la fréquence reçue. Ensuite, on va passer le V d'un côté et fréquence émise fois vitesse du son divisée par fréquence reçue de l'autre côté. Et ça va nous donner que la vitesse du véhicule, c'est égal à la vitesse du son moins la fréquence émise fois la vitesse du son divisée par la fréquence reçue.
On remplace par les valeurs. La vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. La fréquence émise, c'est 500. La fréquence reçue, c'est 700. Et on va trouver une vitesse du véhicule qui vaut 97 mètres par seconde, ce qui fait presque 360 km par heure. Ça va vite quand même. Les ondes, ça tombe périodiquement au bac. Ça ne sera pas l'objet de tout un problème, mais ça peut tomber au bac. Donc, ce sont des notions vraiment très importantes. Et surtout, ça peut aussi tomber à l'ECE, à l'épreuve expérimentale. Il y a souvent de la diffraction à l'épreuve expérimentale. Moi, je vous dis à bientôt vers la physique et au-delà.